controversée des cas cliniques. Nous avons eu une petite interruption suite à la pandémie. Et nous voilà avec Schreiber, un mois ou deux plus tard. Le président Schreiber, ce n'est pas exactement un cas clinique, c'est une exception dans cette série des cas cliniques, puisqu'il s'agit d'une autobiographie et d'une analyse à partir d'une autobiographie, mais une autobiographie liée à sa maladie, à la maladie du président Schreiber, ce qui fait que ça reste entre la littérature et la clinique, puisqu'il s'agira de psychopathologie, mais Freud lui-même, il n'a pas fait d'examen clinique du président Schreiber. C'est le même problème que nous retrouvons lorsque quelqu'un nous demande quel serait le diagnostic du président Trump ou quel serait le diagnostic du président Bolsonaro. C'est impossible de le faire sans examen clinique, n'est-ce pas? Même si on peut avoir une intuition. On parle beaucoup du président Trump dernièrement. Aujourd'hui, on ne parlera pas de lui, ce sera le président Schreiber. Et nous avons demandé à Daniel Forneron de nous le présenter. Bien, merci pour cette invitation. Alors, voilà, Daniel Paul Schreiber. Ça, c'est l'homme. Et puis, ça, c'est son fantasme. Max Ernst. Max Ernst. Comment ça s'appelle? Les hommes n'en sauront rien. Die Menschen werden nichts davon wissen. De 1923. Donc, quand on admire la complexité du système inventé par Schreiber pour représenter la rencontre de deux corps, ici figuré dans le tableau de Ernst, dont on pense en effet que le texte de Freud sur Schreiber a été une source d'inspiration, on peut faire l'hypothèse que Daniel Paul Schreiber aurait pu être un excellent conseiller personnel en hautes instances du Bundesrat dans notre actualité de son homonyme Daniel Koch, et qu'il aurait certainement cette fois réussi à modéliser un système miraculeux de l'univers pour éviter cette fois la rencontre des corps, où les êtres humains, peut-être un peu bâclés à la 6-4-2 derrière leur masque, se déplaceraient comme dans une chorégraphie, dans des rayons de 2 mètres de distance, pour éviter ces particules qui les rendent nerveux dans leur effet attentatoire à l'ordre de l'univers, et cela sous les regards émerveillés et un peu cocasses des oiseaux miraculeux, jamais encore si nombreux dans nos cieux. Bon, alors... peut-être ça vaudrait juste la peine de, si quelqu'un vous entend parler et ne sait pas qui est Daniel Koch. Je vous laisse le présenter. Daisy, tu peux présenter Daniel Koch. C'est pas le président, mais le directeur de l'OFSP, non? C'est l'OFSP, non? Office fédéral de la santé publique. Section maladie infectieuse. Section maladie infectieuse, voilà, qui est toujours par là. L'autorité médicale. Oui, c'est la grande autorité, c'est pas le président, mais c'est la grande autorité qui nous contraint et nous autorise à faire des choses. Bien, donc peut-être, moi je vais vraiment aujourd'hui me cantonner à parler du texte de Schreiber, et puis je laisserai peut-être enchaîner sur Freud et peut-être d'autres personnes. Donc c'est un texte qui a un intérêt historique à plusieurs égards. En psychiatrie, d'une part, on est dans cette nosographie de Kraepelin, dont Schreiber est lui-même un érudit lecteur, comme il en témoigne dans certains passages. Un intérêt aussi de psychiatrie biologique, j'aurais envie de dire, avec une approche familiale, génétique, et puis aussi biologique sur le plan pharmacologique. Je dis génétique parce que
on apprend que plusieurs personnes de la famille Schreber ont eu des problèmes psychiatriques graves, donc on pourrait aussi s'intéresser à cet aspect-là chez le président. Pharmaco, parce que lui-même nous témoigne des différents traitements qu'il reçoit donc, à la fin du siècle dernier, enfin celui d'avant, quand il est hospitalisé dans les années 1890 à peu près. Et puis on a aussi un intérêt psychiatrique forensique, en particulier dans l'appendice de ses écrits. Finalement, il nous fait tout un texte sur le PLAFA, le placement à fin d'assistance, et également dans ses annexes où on retrouve les expertises qui ont été effectuées par différents médecins, en particulier par rapport à sa mise sous tutelle. Et puis évidemment, ce qui nous rassemble ici ce soir, c'est l'intérêt psychanalytique. Donc on parlera certainement de Freud, peut-être de Lacan ou d'autres personnes. Alors j'aurais envie juste de replacer Schreber dans le temps et dans sa filiation, un peu simplifiée par rapport à celle qu'il nous donne lui-même dans son chapitre numéro 2 des Mémoires, où il remonte au XVIIe ou XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Donc je vais simplement partir de son père, Daniel Gottlob Moritz Schreber, qui est de 1808 à 1861 à Leipzig, qui était un médecin devenu célèbre à l'époque, un éducateur qui a beaucoup œuvré pour la gymnastique, les exercices physiques dans les ménages, et puis d'autre part qui élaborait des instruments correcteurs pour des postures, en particulier pour les enfants. Donc des instruments qui contraignaient les enfants à rester droit, à fermer la bouche, enfin toutes sortes de prothèses prothèses amovibles qu'il a imaginées. Voilà, donc il était connu pour ça, le père de Schreber. Donc Daniel Paul, lui, naît en 1842. 1842. Et puis, je vais très vite, hein, il a 17 ans quand son père décède en 1861. Il se marie, Schreber, je vais l'appeler comme ça maintenant, le nôtre, en 1877, avec Sabine, née Baer. Et puis peut-être, de nouveau, pour aller assez vite sur cet élément de sa vie, le couple, enfin sa femme, fait 6 fausses couches, juste l'année après leur mariage, de 1878 à 1884. Lui relate dans ses écrits ces fausses couches entre 85 et 93. Donc voilà, dans la réalité, elles ont eu lieu finalement juste après leur mariage. Donc lui avait 35 ans au moment de son mariage. Ensuite, donc, dans ces mêmes années, en 1884, il est au tribunal de grande instance de Chemnitz, puis candidat du Parti national libéral aux élections au Reichstag. Et puis, donc cette année-là, en octobre, il n'est pas élu justement. Et puis, c'est à peu près un mois plus tard, donc les élections ont lieu le 28 octobre et le 8 décembre, il est admis pour une première fois dans la clinique des malades mentaux à Leipzig chez le professeur Fleißig. Donc il est question dans ses mémoires. Il y restera à peu près 6 mois, il ressort le 1er juin 1885, et puis le diagnostic qui était retenu était celui d'hypocondrie. L'année suivante, au 1er janvier, il est nommé président du tribunal de grande instance de Leipzig. Et puis, donc là, il semble que ce soit une période assez faste au niveau de son travail. Et puis, je saute à 1893, où là, il est nommé une fonction supérieure de président de chambre à la cour d'appel de Dresde.
Et ça, c'est de nouveau en octobre de cette année 93. Et puis, le 21 novembre 93, il est interné une deuxième fois. Et puis, disons que c'est à partir de cette hospitalisation-là, qui va durer plusieurs années, dont il va parler dans ses mémoires. Voilà, pour un très bref parcours de Schreber. Alors, peut-être j'aurais envie de, après vous avoir montré cette photo, vous dire un peu comment lui se décrit. Alors, avant sa maladie, il donne une petite description de lui-même. Tous ceux qui par le passé m'ont approché d'un peu près devront m'accorder que j'étais une personne de nature calme, sans passion, d'esprit clair et sérieux, et dont les dispositions individuelles allaient bien plus vers la critique raisonnable et froide que vers l'activité créatrice d'une imagination débridée. Et puis, un peu plus tard, il nous donne une autre description de lui-même, quand il est à la clinique. Moi-même assis au jardin sur un pliant, vêtu d'un pardessus noir et d'un gibus noir, je me faisais l'impression d'être un invité de pierre revenu d'une époque lointaine dans un monde étranger. Bon, alors j'aurais envie maintenant de vous parler, d'essayer de vous parler de ces mémoires en tirant quelques éléments importants. Et puis, après, peut-être d'accéder à ce qui nous intéresse, ce qui a intéressé Freud, c'est le fantasme de Schreber, et puis qui donnera après lieu à Freud de théoriser là autour. Alors peut-être déjà certains... Ce que nous décrit donc Schreber dans ce livre, c'est qu'il est dans un univers dont l'ordre a été perturbé. Il a une formule où il dit qu'une faille a disjoint fondamentalement les pièces maîtresses de l'univers. Alors il va, avec toutes sortes de théogonies qui vont pêcher dans différentes époques, il va nous décrire un monde qui est régi par des forces divines. Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est Dieu qui est représenté par le soleil, et tantôt il donne des noms plus spécifiques à ces divinités, en allant dans des cultures, je crois, sauf si perse, voilà, merci. Donc l'un s'appelle Ahriman, je le prononce comme il me semble bon, et puis l'autre Hormuzd. Donc ces deux dieux se répartissent le monde en un royaume divin antérieur, un royaume divin postérieur. À des moments, il parle aussi de vestibule du ciel. Et puis il commence à nous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc le monde, constitué des planètes, de la Terre, et puis des hommes, et puis de lui, qui a une fonction très particulière dans tout ce système. Donc tout cet univers est relié par des rayons. Et puis il nous explique, alors des fois on s'y perd un petit peu, et je trouve que Max Ernst a été très bon pour réussir à essayer de... Bon, on voit peut-être pas là, mais il y a plein de petits filaments, des rayons, enfin voilà, on voit que tout est bien, tout tient ensemble d'une manière très logique, selon les descriptions de Schreber. Donc tout cet univers est relié, et puis on peut, disons, de façon un peu imaginer un système de poulies et justement de rayons, de cordes qui se tirent, et puis ça permet aux éléments divers de cet univers de se rapprocher ou de se distancier. Donc, dans cet univers, Schreber occupe une place absolument fondamentale.
Et puis, il va nous dire que son corps est relié donc, par ses rayons directement à Dieu, de même qu'il est relié à des âmes qui, elles, cherchent à l'attaquer, à le pénétrer. Alors, lui essaye d'empêcher ces rayons néfastes de lui faire du mal, parce que chaque fois qu'il est pénétré par ces rayons, il éprouve des douleurs importantes et il a aussi pour s'en défaire des crises de hurlements. Enfin, donc il est dans un état clinique, j'aurais envie de dire, assez agité lorsque ces rayons sont à l'œuvre. Alors, lui est dans cette relation avec Dieu, par ses rayons. Alors, Dieu qui est des fois le soleil, enfin, évidemment, on comprend, c'est plus imagé, disons, de diviniser le soleil dans son système, et puis que, donc, selon qui va se rapprocher ou s'éloigner du soleil, ça va contribuer à maintenir l'ordre de l'univers, ou au contraire le perturber. Donc on a aussi au cours de son ouvrage comme un peu pas vraiment un renversement, mais un mouvement où finalement dans un premier temps Dieu est celui qui le tient, j'aurais envie de dire, et puis qui le contraint à être dans cette relation continuelle avec lui. Et puis petit à petit c'est Schreber qui prend le dessus, et puis Dieu a l'air de perdre un peu dans sa puissance. Schreber parle de lui en se mettant l'homme en majuscule, enfin qui est l'homme, l'élu quoi, de l'univers, qui justement a la capacité de tenir Dieu un peu sous sa... c'est un vrai bras de fer entre Dieu et Schreber, voilà. Et parfois on a l'impression que Schreber il prend le dessus. Voilà, donc quand Schreber, alors maintenant tout ce système est assez complexe dans la mesure où ces rayons, au bout d'un moment, ou même peut-être assez rapidement, on comprend qu'ils ont aussi une valeur, enfin il y a presque une synonymie entre rayon et nerf, enfin une signification où le rayon est équivalent à un nerf, et le nerf va assez vite s'appeler nerf de volupté. Donc on arrive à cette notion de volupté, de jouissance, selon les traductions, et de béatitude, qui serait la version un peu plus psychique de la jouissance, qui lui met plutôt du côté sensuel, sensoriel. Donc dans ce rapport que Schreber a avec Dieu, il y a tout un rapport de jouissance, de volupté, et puis l'éloignement ou au contraire le rapprochement va avoir un impact direct sur cette quantité de volupté. Mais pour que tout ça tienne, il faut justement que Schreber reste en contact avec Dieu, sinon ce serait la fin du monde. Il prédit une nouvelle glaciation, enfin voilà, donc le soleil serait... Pardon ? Des épidémies. Des épidémies et toutes sortes de choses catastrophiques. Voilà. Maintenant, peut-être, j'ai pris la parole, donc je vais faire un peu... je vais profiter de cette prise de parole justement pour parler de la dimension du langage et des prises de parole qui entrent aussi dans tout ce système. Non seulement ces rayons sont très proches, comme on l'a vu, de nerfs et de la sensation, mais aussi du langage. Donc à un moment donné, ces rayons divins, miraculeux, enfin il y a toutes sortes de façons qu'il en parle,
sont des vecteurs langagiers. Une des façons dont Schreber nous présente tout ça, il nous parle d'une langue fondamentale qui, ça l'étonne un petit peu, se rapproche un peu d'un ancien allemand. Enfin, il y a comme ça des racines. Donc là, c'est aussi quelque chose qui lui apparaît. Il ne sait pas exactement pourquoi c'est comme ça, mais disons qu'il y a cette langue fondamentale qui va régir aussi tout cet ordre de l'univers, où la dimension, comme il s'est traduit en français, attentatoire à cet ordre de l'univers. Donc on est sans cesse entre l'équilibre de l'univers et puis le déséquilibre qui est fait de manière attentatoire par des personnes malveillantes, parmi lesquelles on va retrouver les médecins qui se sont occupés de lui, le professeur Flexi, et puis le professeur von Weber, je crois, de la troisième hospitalisation. Donc, il y a parmi ces personnes qui ont une influence négative et qui cherchent à attenter à l'ordre de l'univers, tout un vocabulaire, tout un discours que Schreber décrit d'une façon comme ça très très minutieuse, comme enfin, tout le reste, et puis qui intéresse aussi après les cliniciens, où par exemple il montre non seulement comment il y a un sens de la formule, mais de la formule un peu vide, répétée, et finalement on aurait envie de dire, en restant un peu dans son système de rayons désarrimés du langage, hein, donc il y a un peu des mots flottants comme ça qui lui arrivent comme des traits, des flèches qui le blessent parce que souvent ses propos sont diffamatoires, humiliants, angoissants, etc. Donc il y a cette conjonction entre l'image du trait, du rayon, et qui pénètre et qui peut être même putride, comme s'il y avait une dimension de cadavre aussi là-dedans, comme il en parle. Donc ça pénètre par les mots Schreber, et tout ce système langagier qui est justement néfaste cherche aussi à atteindre à l'intelligence de Schreber, qui est pour lui l'enjeu de tout ce système. Ce qu'il appelle le meurtre d'âme. Alors, non, je crois que le meurtre d'âme, enfin oui peut-être, mais comme il en parle de différentes manières, je ne suis pas persuadé pour dire que c'est ça le mécanisme du meurtre d'âme, mais disons que c'est là où, entre Dieu ou ses épigones, à un moment donné du délire, que son flexique ou n'importe quelle âme, ce qu'il les appelle, des âmes impures examinées, ou les âmes examinées, qui sont des âmes de personnes qui ont plus ou moins vécu. Donc, ces personnes-là cherchent à l'atteindre justement au niveau de son intelligence, comme Dieu parfois, et puis donc Dieu a vraiment une valence soit positive parce qu'il lui reconnaît quand même être le grand ordonnateur de l'univers, mais des fois négative puisque finalement il se hisse lui-même dans cette position et puis il justifie, je crois, si j'ai bien compris, toute cette dimension persécutoire de ces âmes examinées et consorts contre lui, du fait que justement Dieu aimerait reprendre, comme vous disiez avant, dans un bras de fer, la prééminence dans l'ordre de l'univers. Oui, donc si je reviens à quelques aspects langagiers, donc on a vraiment quelque chose de... c'est donc Schreber qui parle, où il souligne le vide de sens de ce qu'il entend, ou une forme d'effective,
accent assez fort en linguistique. Enfin, il emploie des termes comme ça très précis pour montrer aussi qu'il y a des phrases qui ne sont pas terminées, des choses qui sont suggérées. Alors c'est souvent dans un registre injurieux ou dépréciatif. Et puis il est bombardé par ces mots à longueur de journée. Il expliquera d'ailleurs que c'est pour ça que des fois il hurle jour et nuit pour pouvoir justement calmer cet apport langagier, ordurier qu'il entend et qui l'atteint continuellement. Et puis, oui, il y a aussi un certain automatisme du souvenir, de la pensée dont il parle. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne un peu comme un disque rayé dans sa tête. Et puis, il explique au fil des années, en tout cas anamnestiquement, puisqu'il écrit ça en quelques mois, en 1901, je crois, mais relatant les années précédentes, il dit que petit à petit, ces phénomènes de voix se sont un peu estompés et puis ont commencé à... Il emploie presque un terme musical, pas de lento, mais enfin disons, il explique, je ne sais plus lequel c'est, que... Pardon ? Il faut langsamer. Il faut langsamer, voilà. Le mot de la langue, ça d'ailleurs. Voilà. Donc il y a un ralentissement et puis finalement, on me fait penser à certaines expériences musicales du XXe siècle où il y a des morceaux qui durent des mois ou des années, je ne sais plus très bien. Donc lui explique aussi que finalement ces sons sont tellement, les syllabes sont tellement espacées les unes des autres que finalement ça perd le mot perd de son sens, et en tout cas de son sens attentatoire ou attaquant à l'égard de sa personne. Donc finalement, au fil des années, il commence à prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça, et souvent il y a une certaine ironie dans sa façon de décrire les attaques qu'il subit, et puis le fait que finalement l'adversaire, qu'il soit Dieu ou qu'il soit ses âmes examinées, ou ce phénomène engagé, qui s'estompe et qui n'a plus tellement qui a plus d'atteinte sur lui, donc il en parle comme ça avec une certaine condescendance et aussi un certain soulagement. Alors maintenant peut-être j'aurais envie de parler encore, ça va être un peu mon dernier point principal de ce qui nous intéresse aussi, je pense, ce qui intéressait beaucoup Freud et les analystes, c'est cette dimension de transformation, et puis c'est là où on se rapproche du fantasme qui est, semble-t-il, représenté par Max Ernst. Petit à petit, il en parle assez rapidement, et même dans une lettre ouverte qu'il adressera au professeur Flechsig après la rédaction, au moment de la publication de ses mémoires. Donc il reprend certains éléments, mais je vais peut-être lire de nouveau quelques passages où finalement on comprend comment tout ce système de l'univers dans lequel il a cette place centrale en opposition avec Dieu, comment le système de ces nerfs est relié à des nerfs de volupté, et puis là on va arriver du côté du fantasme lié à sa sexualité. Alors, je vais lire quelques petits passages si ça peut vous convenir. Donc, et puis je vais aborder le thème qui est un des thèmes fondamentaux, à savoir celui de son éviration ou de son émasculation, selon la traduction. Je ne me rappelle plus quel est le terme allemand. Entmannung. Voilà, donc qui est assez littéral. Enfin, dans toutes les langues on s'y retrouve. Alors, c'est plus dans l'émasculation que... Éviration, c'est assez ça, oui. Voilà. Alors, donc,
parmi tous ces miracles, peu importe lesquels j'ai envie de dire, ceux qui évoquent de plus près un état de choses réglé sur l'ordre de l'univers seraient encore ceux qui semblent en rapport, de près ou de loin, avec mon éviration. Et parmi eux, toutes les transformations de mes parties génitales. Transformations qui, à certaines occasions, notamment au lit, signaient à l'évidence une rétraction vraie du membre viril, cependant que d'autres fois, essentiellement lorsque des rayons impurs s'en mêlaient, elles se manifestaient comme un ramollissement, approchant la totale liquéfaction. Venait ensuite l'évulsion miraculeuse de poils de barbe, et tout spécialement de poils de moustache. Enfin, une transformation de la stature tout entière. En parenthèse, réduction de la taille corporelle. Et puis, bon, je saute un passage, et puis il dit « Mon corps se rapprochait de la taille d'un corps de femme ». Ensuite, un petit peu plus loin, toujours dans le même sujet, le mois de novembre 1895 marque un tournant capital dans l'histoire de ma vie. Et désormais, je n'allais plus donner le même sens aux configurations de mes perspectives d'avenir. À cette époque, les signes de féminisation sur mon corps avaient pris un relief si accusé que je ne pus prétendre davantage ignorer le terme émanant vers quoi s'acheminait tout le processus. Et si je n'avais pas cru devoir, en un sursaut de mon sentiment de l'honneur viril, m'y opposer, donc à la castration réelle, m'y opposer résolument, mes parties sexuelles auraient effectivement été escamotées la nuit venue, tant il est vrai qu'était éminent l'accomplissement du miracle, donc à ce miracle de son éviration. En tout état de cause, la volupté d'âme devint si forte que j'en conçus aux bras, aux mains, puis aux jambes, aux seins, aux fesses et dans toute partie du corps l'impression d'avoir un corps de femme. Je réserve les détails pour un chapitre ultérieur. Quelques jours passés à observer ces développements suffirent à infléchir radicalement mes résolutions. Jusque-là, j'avais toujours compté que pour mettre un terme à mon existence, si je ne succombais pas victime des multiples miracles qui menaçaient ma vie, il me faudrait un jour me donner la mort. D'ailleurs, il a fait plusieurs tentatives de suicide lors de ses hospitalisations. En dehors de me donner la mort, l'autre issue, innommable, qui, pour ce qu'elle était au-delà du champ des possibles, n'est jamais d'exemple parmi les hommes, je ne l'eusse envisagé que comme objet d'horreur, donc l'éviration. Et tout terminé, donc désormais, indubitablement, j'avais pris conscience de ce que l'éviration était, que je le veuille ou non, un impératif absolu de l'ordre de l'univers. Et, à la recherche d'un compromis raisonnable, il ne me restait plus qu'à me faire à cette idée d'être transformé en femme. L'éviration devait naturellement avoir pour suite rien moins que ma fécondation par les rayons divins en vue de la génération d'une nouvelle race d'hommes. Le tournant que je pris fut facilité en ceci, que j'étais convaincu qu'en dehors de moi, le genre humain, sous ses espèces réelles, avait disparu de la surface de la Terre. J'étais persuadé que les formes humaines que je pouvais encore apercevoir n'étaient plus qu'images d'hommes bâclés à la 6-4-2. Mon éviration ne risquait donc plus de constituer une infamante humiliation. Et un tout petit peu plus loin, depuis lors, c'est en pleine conscience que j'ai inscrit sur mes étendards le culte de la féminité. Et désormais, je m'y tiendrai autant que me le permettront les égards dus à mon entourage. Et quoi que puissent en penser les gens à qui échappent les considérations de l'ordre du surnaturel. Je serais curieux qu'on me montre quelqu'un qui, placé devant l'alternative, ou de devenir fou en conservant son habitus masculin, ou de devenir femme mécène d'esprit, n'opterait pas pour la deuxième solution. C'est pourtant bien comme cela, et pas autrement, que pour moi la question se pose. Donc, voilà, là, il nous explique de façon très précise que la raison de cette féminisation, cette éviration, et que pour lui, ici est fait, et c'est plus de l'ordre de l'humiliation dont il peut parler aussi
parce qu'il y a des passages où il a bien conscience que le travestissement qu'il fait lui-même dans sa salle, dans sa chambre d'hôpital, ou le fait... Toujours seul, jamais devant les autres. Voilà, donc il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est humiliant pour un homme, et puis là, il a trouvé une justification à ce fantasme, et une justification à cette éviration, et puis que comme ça s'inscrit dans l'ordre de l'univers, finalement, c'est pleinement justifié. Alors, bon, après, il y a certains chapitres dans lesquels il explique justement des changements anatomiques, des changements dans ses manières qui sont plus du côté féminin. Il montre aussi que la médecine, à chaque fois qu'il parle de ces phénomènes miraculeux, que la médecine, avec son côté rationaliste, a toujours un peu la peine à comprendre ces phénomènes surnaturels. Et puis, donc, du côté de cette féminisation, il devient de plus en plus précis par rapport à ces nerfs de volupté qui prennent une valence féminine. Donc maintenant, c'est des nerfs de volupté féminine. Et puis, c'est cette spécification qui vient s'inscrire dans tout ce système de l'arrimage avec Dieu par la voie de ses nerfs. Et puis, donc, par son corps, qui reçoit toutes sortes d'autres nerfs et d'âmes, il arrive à... C'est comme une sorte de pile, je sais d'utiliser une métaphore, qui emmagasine toute cette énergie voluptueuse, et puis lui va la canaliser dans la relation avec Dieu. Et puis peut-être, pour aller un pas plus loin dans son texte, et au niveau du fantasme, à un moment donné, et puis c'est peut-être aussi ce que je trouve assez bien présenté dans ce tableau de Max Ernst, ce qu'il dit, c'est que donc ce fantasme de féminisation, qui pour lui est d'autant plus réel quand donc l'idée d'être une femme, donc il a vraiment l'impression que sa poitrine pousse, c'est que quand, de plus il regarde des femmes, des images de femmes, pour lui c'est une façon d'être de plus en plus femme. Donc il va se nourrir aussi de l'image qu'il se fait de son corps par des images réelles de femmes. Et puis, donc, dans ce fantasme de volupté, de jouissance avec Dieu, petit à petit, et vers la fin finalement de ses mémoires, il nous explique que non seulement il est femme, mais il est aussi homme. C'est-à-dire qu'il nous montre que son fantasme, c'est d'être à la fois homme et femme dans la copulation. Et que, alors je vais essayer de trouver ce passage-là, et c'est pas seulement qu'il est fécondé par Dieu au travers de ses rayons de volupté, mais c'est que qu'il est dans le rôle de la femme aux prises avec lui-même, dans la position masculine. Donc finalement, après Dieu presque. Alors, c'est-à-dire que tout ça, ça reste arrimé à Dieu, mais finalement, le fantasme de la pénétration, il peut l'assumer tout seul. Alors, mais il serait fécondé par lui-même, non? Voilà, un être hermaphrodite. Un être hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans la position masculine et féminine dans le coït, et c'est pas seulement... la bête à deux dos d'Aristophane. C'est Oui, exactement la bête à deux dos d'Aristophane. Comme une fleur. Et complet, oui. Oui. Mais donc il serait fécondé aussi par lui-même, avec l'aide de Dieu, c'est ça? Alors là, ce n'est pas Dieu qui le féconde. Alors la fécondation, Les deux. il la laisse à Dieu. Simplement, à un moment donné, il explique, enfin c'est cette sorte que je l'ai comprise, que finalement, c'est pas seulement la fécondation par Dieu, mais c'est que lui, dans l'acte, est homme et femme à la fois. Parce qu'il n'y a pas les deux positions, hein. C'est-à-dire avec Dieu, il doit renouveler la génération torchée à la 6-4-2. Ça m'a beaucoup intrigué cette histoire de 6-4-2. Mais ça, c'est pas de Schreiber, hein. C'est une invention du traducteur français. Ah oui? Non, 6-4-2. l'idée est tout autre.
n'est-ce pas? Quand on dit bâcler la 642, ça veut dire, dans l'idée du traducteur français, c'est que ces apparences, on a dû vite les fabriquer pour lui donner cette illusion, avant qu'ils viennent. Mais le flüchtig se rapporte en fait à autre chose. En réalité, ça veut dire que, non pas, c'est la préparation qui a été faite à toute vitesse, à 642, c'est n'importe comment à toute vitesse, c'est pas ça. Mais c'est pour ils sont préparés pour une intervention qui est destinée à disparaître, flüchtig. Ça veut dire que, par exemple, je vous vois, bon, je ne vous connais pas tous, j'ai un sentiment d'amitié pour toi, etc. Nous sommes bon, mais je ne vous connais pas bien, ou je ne vous connais pas du tout. Mais n'empêche que pour moi, c'est évident, et je me pose même pas la question, que vous existez, c'est-à-dire, vous avez une femme, vous avez des projets, vous avez une vie professionnelle, vous avez vos désirs, je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est évident, mais je ne vous connais pas, les parents vous connaissent pour ça. Mais c'est ce sentiment-là, précisément, qui est perdu dans le cas de Schreber, au moment où les gens qui sont là sont pour lui comme des marionnettes qui n'ont pas de vraie réalité. D'ailleurs, quand il guérit, ensuite, il dit « Ça a été très difficile pour moi de faire aller ensemble ma certitude que pendant longtemps, tous les êtres que je voyais étaient des fabrications, et puis le fait que maintenant, je commence à me dire qu'il y a des êtres humains qui existent réellement. Et ça, c'est compliqué à faire aller ensemble. » C'est un sentiment de déréalisation en termes de Alors, voilà, c'est ça. Il y a la dévitalisation, la déréalisation, qui s'exprime aussi par le fait, en projection, que Dieu ne connaît que des cadavres. C'est-à-dire que Dieu, la relation de Dieu à l'humanité est aussi dévitalisée. C'est ça. Et puis, oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a à la fois la dévitalisation et puis l'hyperréalité liée à certains mots. C'est-à-dire là, il y a la question de la nature des mots de la langue. Et là, parce que c'est en fait une création langagière extraordinaire. Et les mots de la Grundsprache ont un relief tout à fait particulier qui est, bon, donc il y a à la fois une déréalisation, une dévitalisation et une hyper-réalité de notre côté, dans la qualité de ces mots. Et je pense que c'est vraiment un élément essentiel pour comprendre. Et ça m'amène, bon, à poser des questions sur le statut de cette parole. Bon, nous, parce qu'on a affaire à un texte. Et puis, on insiste là-dessus, sur le fait que notre rapport à ça, c'est de l'écrit. Hein, c'est de l'écrit. Mais n'empêche que, je n'ai pas de raison de mettre en doute la parole de Schreber quand il raconte qu'il a entendu toutes ces choses. Et donc, voilà, il s'agit de se poser des questions sur le statut de cette parole, cette création langagière, cette langue fondamentale. Et à ce sujet, moi, je suis amené à poser une question de diagnostic. Mais pour moi, diagnostic ne veut pas dire diagnostic médico-psychiatrique, bien que ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour moi, c'est un diagnostic linguistique. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la littérature sur Schreber, très abondante, a tendance soit à admettre sans autre un diagnostic de paranoïa, soit pour ceux qui sont plutôt du courant de l'antipsychiatrie, à refuser la notion de diagnostic. Parce que le diagnostic psychiatrique serait une manière d'enfermer le patient dans sa définition. Mais on peut le voir autrement, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas tant de catégoriser le patient que de m'interroger moi sur ma perception telle que je suis dans la relation avec le patient. Donc, il s'agit, voilà, mais c'est fait avec un univers langagier. Or, il me paraît que tout un aspect essentiel du texte de Schreber est oublié dès le moment où on développe des théories sur le mécanisme de la paranoïa. Bien sûr que c'est vrai que l'état décrit par Schreber a un trait commun avec la paranoïa, c'est-à-dire que, comme un paranoïaque, il se sent victime de l'action d'une personne ou d'une entité extérieure à lui. On appelle la projection. Mais il y a bien autre chose dans ce texte et qui nécessite un intérêt pour les mots de la langue. Alors, la dimension de déréalisation, de digitalisation dont on a parlé, en contraste avec l'hyper-réalité. Il y a aussi une question de ce qu'on appelle la diffusion de la pensée. Diffusion de la pensée, c'est-à-dire que suivant ce qu'il pense, il se passe à l'extérieur quelque chose de particulier.
Par exemple, s'il s'arrête de penser, eh bien, il y a du vent qui apparaît. Ou bien tout à coup, il y a des craquements. Ou bien, il y a aussi la question du hurlement. C'est-à-dire, hurlement, quelquefois, il est amené à hurler lui, mais suivant ce qu'il pense, le hurlement se produit dans la rue. Hein? Il y a ce phénomène-là, qui est très important. Et puis, il y a les impasses logiques. Par exemple, les voix lui disent, à un moment donné, « À quoi penses-tu » Or, il se rend compte que c'est impossible de répondre à cette question. Parce que, d'abord, je ne sais pas si je suis en train de penser quelque chose. Si, par exemple, je pense, je sais pas, à la ville de Florence, c'est que j'y ai pensé il y a un moment, mais est-ce que je suis vraiment en train de penser? Est-ce que je suis en train vraiment de penser à quelque chose? Et si on va assez loin, on voit que très vite, on aboutit à une absurdité. Et donc, il y a cet effet des voix de le mettre dans une situation absurde. Et aussi, il y a la question de l'ambivalence. Par exemple, le fait d'attirer Dieu à lui, parce qu'il a une force d'attraction sur Dieu. Et pour maintenir cette force d'attraction, il doit assurer en lui-même cet état de Seelenwollust, c'est-à-dire, c'est un mot, c'est une sorte de néologisme, c'est-à-dire, parce que ça fait aller ensemble des mots de registres différents. Wollust, c'est vraiment la jouissance physique. Tandis que Seele, ça appartient à un type de mot beaucoup d'un autre genre. C'est pas l'esprit, c'est l'âme, c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait aller ensemble ces deux choses. Il doit entretenir ça pour attirer Dieu, ce qui lui fait beaucoup de mal. Mais en même temps, si Dieu ne le ressent pas assez fort, s'il n'arrive pas à l'entretenir, parce que c'est impossible de l'entretenir, alors, à certains moments, Dieu se retire, et ça fait du mal à Dieu, mais ça lui fait aussi du mal, ça lui arrache un bout de la porte crânienne, des choses comme ça. Donc voilà, il y a cette question de l'ambivalence. C'est pour ça que aussi, par rapport à ces questions, c'est souvent l'expression halb und halb, c'est-à-dire une chose se présente d'une façon qui en même temps est vraie d'une façon opposée. Bon, il y a cette idée. Donc tu as lu le texte vraiment de Schreber. Oui, n'est-ce pas? Les mots de la langue fondamentale, c'est très difficile à traduire. C'est un statut très particulier. Il y a très souvent, bon, d'une certaine manière, ce n'est pas des vrais néologismes, dans le sens qu'il ne fabrique pas des nouveaux mots, mais il les associe d'une façon tout à fait inattendue. Par exemple, il y a ce juron. Eiferflucht, einigermaßen. Eiferflucht, bon, c'est un juron en soi qui est déjà vieilli par rapport à Schreber, mais c'est comme si on disait malédiction. Bon. Mais einigermaßen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est faire aller ensemble les choses qui n'ont rien à voir. Parce que quand on dit dans une certaine mesure, ça veut dire qu'on tient un discours presque scientifique, ou bien en tout cas qu'on est prêt à peser le pour et le contre. Alors que quand on jure, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, n'est-ce pas? C'est donc vraiment une sorte de néologisme. Mais il combine des styles, finalement, des styles langagiers oui. très, très variés. Très opposés. Un style plus d'interjection, un style plus scientifique. Oui, tout à fait. Donc, il y a cet aspect d'ambivalence qui est mais une ambivalence très particulière, elle est inscrite dans le livre de cette façon-là. Il y a la fragmentation, c'est-à-dire que ces voix, pendant tout un temps, ça a une sorte de sens. Et par exemple, quand il s'agit de l'Entmannung, ça a un sens par rapport à l'ordre du monde. Mais au fur et à mesure que les choses avancent, en même temps qu'il y a le ralentissement, il y a aussi le fait que ça devient de plus en plus absurde. C'est-à-dire que les voix se dégradent en réalité. Et puis, les oiseaux miraculés qui portent ces voix et qui portent en même temps du jus de cadavre, eh bien, ils disent des phrases qu'ils ne comprennent plus eux-mêmes. Ils disent des bouts de phrases, et même, c'est au point qu'on peut leur faire prendre un mot pour un autre, simplement parce que le son ressemble un petit peu, Abendrot, Poitenrot, etc., des choses comme ça. Donc, voilà, il y a cette évolution. Donc, tous ces facteurs me font dire que mais ce n'est pas le sens de diagnostic médical, mais on n'a pas d'affaire à une paranoïa. Bien sûr, ça a un commun avec la paranoïa, c'est la projection. Mais il y a cette fragmentation, il y a la déréalisation, il y a l'hyper-réalité portée sur les mots, il y a la diffusion de pensée. Tous ces traits sont extrêmement marqués. Je suis très étonné qu'on parle de paranoïa, c'est vraiment... Quelle serait une hypothèse? Ce serait une paraphrénie au sens de Freud, c'est-à-dire vraiment, n'est-ce pas, la raison pour laquelle
Freud... Quelle serait la distinction entre paraphrénie et paranoïa? Il en parle à la fin. Phénoménologiquement. C'est ce qu'on appelle aussi la démence précoce ou la schizophrénie. Oui, mais On n'a pas trouvé de mot pour ça, mais c'est pas... Mais c'est un vieux terme, paraphrénie. Mais Jacques Postel en parle, c'est un psychiatre historien, et si je me rappelle bien, il définit la paraphrénie comme une entité, une sorte de combinaison de schizophrénie et de paranoïa, ce qui collerait assez bien avec Schreber. Mais il y a en plus, comme autre aspect, il y a quand même des aspects mélancoliques avec le délire de Cotard, où il n'a plus d'organes, il n'a plus de larynx. Ça fait un peu Oui, délire de Cotard. mais attention, là je parle de paraphrénie dans le sens où Freud l'utilise à la fin. Il Il l'utilise à la fin. préférerait le mot paraphrénie pour désigner la démence précoce. Donc en fait, à mon avis, la nature du délire, c'est un délire de démence précoce ou de schizophrénie. Ou quand ces mots n'est satisfaisant, pour décrire cette réalité. Mais, n'est-ce pas, ce qui fait que Freud probablement hésite à poser ce diagnostic, c'est le fait que le handicap social est très limité. C'est-à-dire que Schreber peut continuer à, d'une part, avoir toute sa production, et puis à avoir des relations sociales, à avoir des amis, à faire partie de clubs, etc. Et puis, même assez longtemps, à exercer son activité. Donc, c'est peut-être ça qui a retenu Freud de poser un diagnostic de ce qu'on appellerait de démence précoce. Mais la nature du délire, c'est vraiment typique. Mais c'est la survenue tardive, c'est ça que vous voulez dire, parce qu'il a commencé à développer ça à la cinquantaine. Non, c'est la question de la nature du délire. Non, mais c'est que, encore après, il est reçu par le, n'est-ce pas, il est reçu à la table du directeur de l'Institut, et puis ça a des conversations très appréciées. Il parle de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec son délire. Mais il essaie de faire cette discussion sur la paraphrénie et la démence précoce, juste à la fin du texte, avant le supplément. Il essaie de faire cette discussion, en tout cas. Mais il maintient le diagnostic. Voilà, mais je pense que comme Freud a très peu fait des théories sur les psychoses, en fait, pour lui, ça c'était un modèle de psychose qu'il essaie de développer, donc sans connaître le patient, et il met la paranoïa comme modèle généralisé de la psychose, dans le sens que je trouve que la question de la libido, c'est ce retrait de la libido du monde vers soi, dans cet aspect narcissique de la psychose qu'on peut retrouver sur plusieurs types de psychose, pas dans l'ensemble. C'est ce retrait de libido et la concentration de la libido sur soi, ce qui va faire que des fois il y a des scissions du moi, et des fois pas avec l'hypocondrie, donc, et même la mélancolie, on ne voit pas beaucoup de scissions du moi, mais on voit bien qu'il y a une scission plus compliquée. Donc c'est toujours, moi il n'y a pas une esquisse vraiment proprement dit, mais une esquisse vraiment très fine dans le moi qu'il faut s'apercevoir avec le temps. Alors je pense que lui, il fait une théorie de la psychose qui est plutôt globale, et il met comme modèle la paranoïa. Mais c'est vrai que c'est pas, il n'a pas eu beaucoup d'expression, c'est plutôt un truc du langage. Alors justement, sur quoi je voudrais attirer l'attention, justement, c'est, quand je parle de diagnostic, c'est pas tellement le but de classifier Schreber, mais c'est le but d'être sensible à cette qualité particulière des mots de la langue délirante, parce que ça a quelque chose d'extraordinaire. Si on se réfère, par exemple, comme Lacan le fait, aux notions de Jacobson sur les fonctions du langage, eh bien, ces mots-là, on ne peut pas les situer. On ne peut pas les situer. La chose à quoi ça ressemblerait le plus, c'est les mots du langage poétique, n'est-ce pas? Si je dis l'éveil jaune et bleu, les phosphores chanteurs, ou bien si je parle de la troisième rive du fleuve, pour parler de Guimarães Rosa, eh bien, voilà, ça a une qualité particulière. Et là aussi, il y a une qualité semblable, et je crois que c'est important d'être attentif à ça.
Donc, dans la relation avec un patient qui parle comme ça, il ne s'agit pas de dire « Ah oui, celui-là, il est schizophrène ». Il s'agit de se dire, comme quand on joue une pièce de musique, il y a les dièses ou les bémols qu'il y a à la clé, c'est une sorte d'ambiance générale qui est donnée, toutes les mélodies vont se déployer dans ce registre. Hein. Et alors, de la même façon, si on entend ça, il faut, naturellement... Donc le registre de la paranoïa serait plutôt persécutoire, chose qui n'est pas la chose la plus importante. Là, la chose importante, c'est la qualité des mots et des phrases, parce que les phrases de Schreber ont aussi quelque chose de très particulier. Et bon, être sensible à ça, ça ne signifie pas, c'est très important aussi de ne pas donner aux patients l'impression qu'on veut s'approprier, qu'on veut jouir de ces créations langagières. Mais je crois que c'est important de le sentir pour soi, sans le prendre au patient, parce que c'est la catastrophe, et sans s'y intéresser comme un symptôme, mais d'être sensible à ça et transformer, mais en soi-même, le thérapeute transforme cette hyper-réalité en réalité, si on veut, du type poétique, si on se réfère à la classification de Jacobson. C'est-à-dire que donc cette question de l'hyper-réalité, de la qualité des mots, c'est très important, et c'est d'ailleurs pas pour rien que l'acte d'écriture a été, pour Schreber, ce qui lui a permis de concilier ces deux mondes, c'est-à-dire le monde où il existe des vraies personnes, même si on ne les connaît pas bien, et le monde où il n'y a que des marionnettes. Et ça, c'est une difficulté qu'il a pu surmonter par le fait d'écrire son document, qui au départ n'était pas un document littéraire. Au départ, c'était une pièce à ajouter au dossier juridique, pour que le tribunal prononce sa libération. En même temps, ce plaisir à écouter cette langue, ces constructions, il est indéniable. C'est pratiquement comme une œuvre d'art. Ce n'est pas un délire, mais c'est une œuvre d'art. Et d'ailleurs, le médecin Weber, je pense qu'il était pris un peu par le charme de cette construction, même s'il était obligé à dire qu'il est incapable ou qu'il est irresponsable. En même temps, il admirait énormément la créativité de cette fantaisie. Mais en même temps, bon, lui disait qu'introduire l'état pathologique, il ne peut pas sortir. C'est les juristes qui ont dit, en fonction de tous les documents qu'on a, on voit bien, il est fou ce type. Mais il ne fait pas de mal ni à lui-même ni aux autres. Alors voilà, il n'y a pas de raison qu'il soit remis dans un asile. C'est ça, d'ailleurs, ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré. Mais là, vous parlez donc d'un autre statut auquel être sensible, au statut poétique finalement de l'œuvre. Pas vraiment poétique, parce que pour le patient, c'est pas de la poésie. Non, mais c'est quelque chose d'atroce. Mais vu que c'est adressé à quelqu'un d'autre, alors il l'adresse. J'ai pas encore lu le Schreber, mais Freud parle il livre ça comme un document utile pour la religion ou pour les scientifiques, et c'est comme ça qu'il justifie en fait toute l'analyse qu'il fait en introduction du texte. Mais il y a quand même, c'est adressé à quelqu'un. Alors il voulait peut-être pas l'adresser à des esthètes. Mais ça reste quand même un statut poétique. Enfin, c'est le même débat qu'on pourrait avoir par rapport à l'art brut. Savoir est-ce que c'est de l'art ou c'est pas de l'art. Étant donné que beaucoup d'artistes bruts le font pour eux-mêmes. Certains en asile psychiatrique, d'autres chez eux. Et que c'est pas adressé à l'autre. Donc ça, c'est tout un débat. Mais ça, vous pointez là-dessus. Mais en quoi, en tant que psychiatre, analyste, d'après vous, ça vous semble utile, ce style, d'entendre le style? Vous l'avez effleuré, mais ça m'intéresserait d'avoir votre... Pour moi, c'est une chose essentielle qu'on commence, quand on entre en relation, dans le contexte, il s'agit bien d'un contexte particulier, c'est pas une chose qui se passe dans la rue, mais dans le contexte où il y a une demande, et
bon, moi je ne me définis pas comme psychanalyste, je me définis comme psychothérapeute, mais la pensée psychanalytique est toujours présente en arrière-plan, parce que ce n'est pas une application. Il y a la pensée psychanalytique est présente, mais en arrière-plan, mais mon identité, c'est d'être psychothérapeute. Mais dans cette situation, alors, bien sûr que cette qualité particulière des mots, ça me dit quelque chose. Ça ne veut pas dire que je catégorise l'autre, mais que je me pose la question sur moi-même, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, là, il y a quelque chose à quoi je n'ai pas accès. À quoi je n'ai pas accès, et je dois respecter ça, mais en même temps, d'une certaine manière, je le partage. Et ça peut à la longue jouer un rôle important. Et puis, au niveau du transfert, par exemple. Oui, bon, moi, je pense toujours à cette situation où j'avais un patient qui me donnait des ordres et je ne pouvais pas refuser. Donc il me disait, il avait tout un réseau et je devais faire un document comme quoi il fallait réserver telle partie du cimetière, la route A, etc., pour lui, et puis que je devais écrire ça et souscrire. Et je n'ai pas pu refuser d'écrire ce qu'il me disait, alors que c'était de la folie pure. Et j'étais réduit, je n'avais plus 3 dimensions, j'étais une marionnette à 2 dimensions. Il tirait la ficelle, je levais les bras, n'est-ce pas? C'était comme ça, ça a commencé comme ça. Et c'était une chose terrible pour moi d'être réduit comme ça. Et il m'a fallu du temps pour regagner une 3e dimension, pour être un vrai. Mais, donc, je comprends très bien cette histoire d'être une marionnette vidée de son sens. Ce qui m'a été très utile dans cette histoire, ça a été de me dire qu'il y avait un témoin de cet état, parce qu'il y avait un chantier, pas loin de là, avec une grue. Et je me disais que le grutier pouvait assister à la scène. Et cette pensée m'a aidé. C'est un peu délirant. Mais ce qui m'a été aussi très intéressant, c'est que des mois après, plusieurs années après, le patient m'a expliqué dans quelles circonstances il était venu chez moi. Il m'a raconté qu'il avait eu un entretien et que, rentré chez lui, il avait ouvert le journal et qu'il avait vu une photo avec plusieurs de ces personnes qu'il persécutait, lui et moi, et j'étais parmi les gens qui discutaient avec son groupe de persécuteurs. C'était un groupe, c'était une association. Et alors, il pouvait m'utiliser, moi, de même que le grutier m'a permis, il y avait un témoin, il m'a utilisé, moi, pour transmettre à ses persécuteurs ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que je jouais ce rôle, n'est-ce pas? Alors, je vous parle d'une chose qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, sauf que cette perception d'être une marionnette vide, ça, je l'ai eu. Mais là, dans ce cas que tu parles, il s'agirait aussi d'une paraphrénie ou... C'est-à-dire, oui, il s'agit le diagnostic, on ne parle plus actuellement de paraphrénie. C'est Freud dans ses derniers... Dans cette distinction entre paraphrénie il dit qu'il préférerait le mot paraphrénie au mot démence précoce. À ce moment-là, le mot schizophrénie n'était pas encore... avait déjà été introduit, mais il n'était pas encore répandu. Enfin, bon, le diagnostic, c'était un diagnostic de schizophrénie. Mais bon, c'est pas un terme très heureux pour décrire le phénomène, mais il n'y a pas de bon terme. Mais enfin, ça existe. Et pourquoi il n'aime pas ce mot démence précoce? Est-ce que c'est par rapport au côté déficitaire, alors que c'est pas quelqu'un de déficitaire? C'est par rapport à ça? Parce qu'il l'explique. Il ne me semble pas qu'il l'explique pourquoi il n'aime pas ce mot démence précoce. Non, il parle d'Abraham. Je pense que ça vient d'Abraham. C'est ce qu'Abraham a exposé de façon insistante. De ce caractère, nous déduisons le refoulement par détachement de la libido. Donc, il parle aussi de refoulement que dans la psychose est quand même étrange. Oui, mais refoulement dans le sens particulier dans ce cas. Oui, c'est ça. Donc, je peux vous dire. Mais après tout, il n'est pas très important qu'on donne à des tableaux de maladies telle ou telle dénomination. Ce qui me paraîtrait plus essentiel, c'est de maintenir la paranoïa comme type clinique autonome,
même si son tableau est encore si fréquemment compliqué par des traits schizophréniques, car du point de vue de la théorie de la libido, elle se laisserait départager de la démence précoce par une autre localisation de la fixation disposante et par un autre mécanisme de retour, formation de symptômes. Démence précoce avec laquelle elle aurait en commun le caractère principal du refoulement proprement dit, le détachement de la libido avec régression au moi. Je tiendrais pour le plus approprié que l'on voulut bien doter la démence précoce du nom de paraphrénie qui, de contenu indéterminé en soi, exprime les relations de celle-ci avec la paranoïa dont la dénomination est irrévocable et qui fait penser en outre à l'ébéphrénie absorbée en elle. Il n'y aurait pas lieu ici de prendre en considération le fait que ce nom fut déjà proposé avant pour autre chose, étant donné que ces autres emplois ne sont pas imposés. Dans la démence précoce, le fait que la libido se déterre du monde extérieur est un caractère tout particulièrement net. C'est ce qu'Abraham a exposé de façon très insistante. Voilà. Et puis, bon, c'est-à-dire qu'il est très préoccupé ici dans le classement. En fait, c'est la question du classement de la schizophrénie, de la démence précoce, etc. Mais j'insiste toujours à dire que même quelqu'un de très intelligent, quand il est très malade à ce niveau-là, et qu'il y a un discours peut-être, donc la qualité du discours est extrêmement, disons, châtiée et puis développée, il y a, du point de vue psychologique, purement psychologique, je pense, des zones de déficit. C'est-à-dire qu'il y a des zones déficitaires. Je pense que dans tous les symptômes, il y a des zones déficitaires, hein, mais des choses comme ça qui peuvent s'apparenter à un déficit. Oui, d'ailleurs, Schreber le dit, que dans toute cette action, il y a un des buts, c'est d'atteindre son peur, intégrité. voilà, il a peur de perdre sa capacité de penser. On a l'impression qu'il a peur de ça. Il a peur de perdre sa capacité de penser, ça c'est clair, parce qu'il perd un peu les fils, alors il essaie de reconstruire ses fils, mais il perd un peu les fils entre les mots. C'est le meurtre d'âme, justement. C'est la dispersion, c'est le trouble de la pensée. Hein, donc. Alors, je vais faire un petit commentaire par rapport à cette théorie de la libido dont il nous parle. Ce que je trouve assez délicieux, c'est que Freud dit oui, mais finalement mon système n'est pas très très loin de celui du docteur Schreber avec tous ces trucs et ces machins. Et puis on a l'impression qu'il dit bah, peut-être que moi je délire aussi un peu en construisant tout ça. Et puis j'ai presque retrouvé une tonalité qui est justement celle de Schreber dans des petites notes ou dans des petits trucs où il dit oui. Là, je parlais à voix haute et le gardien m'a observé, puis évidemment, il pouvait comme sourire gentiment. Il y a ce côté un peu d'ironie par rapport à ce clivage, pour appeler ça comme ça, chez Schreber. J'ai l'impression, évidemment à un autre niveau, que Freud presque remet ça en scène en disant oui, peut-être que j'ai dire complètement, mais comme ce bon Schreber, mais voilà mon système de la libido. Oui, Freud est presque délirant parce que finalement, la seule chose qu'il peut faire à travers dans l'analyse de Schreber, c'est d'interpréter. Il ne peut pas faire un examen clinique, une phénoménologie, là, comme tu as fait, une sémiologie, comme tu as essayé de faire, mais c'est très difficile de faire une sémiologie à travers d'un texte qui est un texte littéraire. Mais là, je crois qu'on disait de tout. Par rapport à son système de la libido. Donc, c'était pas simplement parce qu'il interprétait mal Schreber en ne le connaissant pas, mais j'ai l'impression que, enfin, à moins que j'ai mal vu, mais qu'il faisait cette remarque en disant oui, finalement, mon système de la libido, donc indépendamment de Schreber, hein, puisqu'il l'a déjà développé ailleurs, est finalement pas très loin de tout son bazar, quoi. Et c'est ça que je trouve assez amusant dans la façon des remarques finales de Freud. Il faut dire que ça, c'est aussi l'interprétation freudienne, parce que dans un texte et une fantaisie aussi complexe, c'est très difficile d'interpréter sans choisir un thème d'interprétation. Et Freud, évidemment, il a choisi la sexualité. On aurait pu choisir un autre fil d'interprétation qui serait par exemple celui de la destruction, celui du meurtre d'âme, celui de la désintégration. Pour revenir avec ces questions
diagnostic, etc. Enfin, parce que je trouve, en lisant ce texte, que j'ai trouvé incroyable, en même temps à la fois dense, en même temps très précis au domaine, c'est toujours ce côté très universalisant chez Freud, finalement, où il essaye que ce soit dans les neuropsychoses de défense, ou bien dans un texte de, je crois, 23 ou 24, la perte de réalité dans la névrose et la psychose, c'est de montrer finalement qu'est-ce qu'il y a de commun finalement à la fois, et qu'est-ce qu'il y a de différent, mais il montre beaucoup les points communs qu'il y a dans la névrose, la psychose, justement dans la perte de réalité dans la névrose et la psychose. Il montre que finalement, il ne dit pas exactement ces termes, mais dans les deux cas, il y a un délire. Enfin, on crée quelque chose de fantasmatique pour combler une réalité qui est insatisfaisante. Et dans les névroses ou psychoses hallucinatoires, il y a le côté défensif, le but défensif. Et je trouve très intéressant de voir finalement, il est toujours en train de plaider pour une compréhension un petit peu plus, un peu moins sectorisée quelque part. Ce qui fait que probablement qu'il est, peut-être que ça l'intéresse moins de distinguer est-ce que c'est une paraphrénie, est-ce que c'est une schizophrénie, mais on est plus dans des processus de fonctionnement. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, il y a la rencontre entre Freud et le texte de Schreber. Mais, en fait, il s'agit d'évolutions dans les conceptions de Freud. Et d'ailleurs, il le dit, j'avais mis au point ma conception de la paranoïa avant de rencontrer le texte de Schreber. Donc, c'est un moment pour lui, c'est un moment important, notamment pour la définition du rapport entre l'auto-érotisme et le narcissisme. C'est une phase dans l'introduction du narcissisme. De ce point de vue-là, c'est un texte important dans l'évolution de la pensée de Freud. Et bon, il y a le texte de Schreber, et il y a la rencontre entre les deux, mais en fait, d'une certaine façon, Freud est très loin de Schreber, il parle d'autre chose. Et en même temps, dans le contexte, en lisant justement dans l'édition Quadrige, il y a toute une contextualisation par le psychanalyste Jacques André, et c'est assez marrant de voir, il parle d'homosexualité, de relations entre hommes, et puis Freud baigne à fond là-dedans, entre Adler, Fliess, où il parle justement que pour Freud, sa théorie justement sur la psychose, il dit que finalement, il y a toujours ce concept un peu d'énergie libre, finalement, de libido libre, qui va, où est-ce qu'on va la mettre ? qui va déclencher plein de choses. Et il parle justement de Fliess. Pour lui, dès le moment où Fliess a rompu avec lui, ça a déclenché sa paranoïa. Et puis il y a tous ces rapports conflictuels avec Jung, qui lui fait découvrir justement le président Schreber, qui est en même temps un peu jaloux de son ouvrage. Et puis au départ, ça devait être écrit à quatre mains avec Ferenczi, et il y a eu un conflit aussi avec Ferenczi. Donc il y a tout un contexte un peu homosexuel au sens large, et un peu parano, et d'autoritarisme aussi. Chez Freud, il y a toute cette atmosphère qu'on retrouve dans le Schreber. Il y a quelque chose, c'est intéressant de faire dialoguer. Par rapport à Jung. Parce que là, il dit comme il admire Jung, n'est-ce pas ? Il le félicite pour sa sensibilité. C'est Jung qui l'a présenté le texte, et puis d'autre part, Freud, à un moment donné, parle de la sensibilité clinique extraordinaire de Jung. Qui avait une expérience avec les psychoses que Freud n'avait pas. Par contre, concernant la fantaisie homosexuelle que Freud interprète comme délire ou fantaisie homosexuelle, je me demande s'il s'agit bien de ça, puisque en termes actuels, on pourrait presque parler de fantaisie transsexuelle, de transformation du corps, et dans la pratique maintenant, on voit de tous ceux qui font la transformation de genre ou de la transformation de sexe même, que parfois ils font la transformation pour devenir homosexuels par rapport au nouveau sexe. Ça veut dire hétérosexuel par rapport au sexe d'origine. Alors la question c'est, dans quelle mesure
cette fantaisie transsexuelle, elle nous mène vers la limite pratiquement de cette distinction entre homosexuels et hétérosexuels. Oui, j'ai eu un patient qui voulait se transformer en femme, apparemment, pour devenir, parce qu'il adorait les femmes, il voulait devenir lesbienne. C'était tout à fait son but. Hein. J'ai vu une femme qui voulait devenir un homme homosexuel avec des fantasmes de domination homosexuelle. Il serait devenu un marin dans un bateau où il y aurait eu des rapports homosexuels et notamment des rapports de domination. C'est ça, avec tout ça, ça brouille cette différence d'homosexuel et hétérosexuel. Oui, non, c'est intéressant. Je suis assez surpris aussi par rapport au transsexualisme, en fait, de Schröder. C'est-à-dire, la solution qu'il essaie de choisir pour lutter contre l'angoisse, qui est cette construction extrêmement complexe, cosmogonique, où il essaye de faire tenir les choses ensemble. Parce que c'est un corps qui fout le camp, c'est un esprit qui part, donc il y a quelque chose de l'ordre de la dissociation, à l'évidence, chose contre laquelle il lutte. Et la solution qu'il choisit, je suis séduit par ce que dit Jean, c'est-à-dire cette espèce de montage où effectivement il va s'arrimer aux mots de la langue dite fondamentale, où on croit entendre Louis Wolfson, n'est-ce pas, le schizo et les langues. Et on croit entendre Wolfson dans sa manière de manier les mots comme des choses, parce que les mots deviennent des choses à un moment donné. Il se charge de toute la réalité. Et c'est ce qu'a appelé l'hyper-réalité, où le mot est la chose. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est cette construction de l'art brut. Hein. Je suis très d'accord avec ça, je pensais à la même chose, c'est-à-dire effectivement, mais le problème là, c'est que la métaphore n'est pas métaphore, la métaphore est objet concret. Alors, bon, c'est ça que je voulais dire, mais j'ai quelque chose qui m'intrigue par rapport à... Parce que je n'ai pas lu ce texte en allemand, bien sûr, parce que je ne connais pas l'allemand. Je ne sais plus très bien, bon récemment je l'ai lu en anglais, mais la première fois que j'ai lu ça, je crois que j'ai lu ça en français. Donc je ne sais plus quelle traduction. Et je reviens sur l'histoire de 642 et j'aimerais avoir la précision à lui. Quand j'ai lu ce texte de Schreiber, les mémoires des Névrosparents, il y avait une illustration dans le texte que j'ai lu qui expliquait ce que Schreiber voulait dire par torcher à la 642. Alors, si je peux avoir une feuille de papier. Tu veux un verre d'eau aussi? Non, ben après. Après, volontiers. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'arrive à reproduire ça, parce que je ne suis pas très bon dessinateur. Tu peux pousser le support. Alors, j'aimerais avoir l'avis de Jean là-dessus. Alors, ce que j'avais vu comme illustration, c'était que ces gens torchés à la 642, c'était ceci. C'était ceci. C'est très mal fait. Bon, il faut lire 6 ici, et là 4, et puis 2. C'est-à-dire qu'il disait que c'était le visage, l'œil, le nez et la bouche. Alors ça, c'est une interprétation, non pas par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que disent les traducteurs français. Mais tu as vu ce truc déjà? Non, je n'ai pas vu ça, j'ai pas vu ce dessin-là. Alors, dans le texte que j'avais lu, j'ai vu ce machin, et puis j'étais convaincu. Alors je me disais, mais comment ça se dit en allemand? Parce qu'en français, ça existe. L'expression faire quelque chose à la 642, c'est-à-dire rapidement, ça existe en français. Alors je me demandais si en allemand. Ça fait un peu schizophrène, et ça a attiré beaucoup de félicitations à Pichon qui a inventé cette traduction. Mais en fait, c'est pas Schreiber dit un peu autre chose. Il ne dit pas qu'ils ont été préparés n'importe comment à toute vitesse pour créer l'illusion. Il dit qu'ils ont été fabriqués pour apparaître là, pour une apparition fugitive, c'est-à-dire destinée à disparaître. Dès que j'ai tourné, il n'existait plus. Ah, c'est ça. Mais il dit fait à la va-vite, c'est les hommes faits à la va-vite, comme ils le traduisent. Oui, c'est les hommes faits à la va-vite. Mais donc là, ça centre sur la préparation, ce qu'il y a avant. Alors que je crois que l'idée, enfin,
L'idée, c'est surtout que l'apparition est en elle-même destinée à disparaître. Disparaître, c'est ça, puisque c'est des ghosts en fait. Oui, c'est pas des... Vous n'êtes pas réel. Ça donne cette texture paranoïaque de oui. être dans le réel. C'est assez... Il y a un truc qui m'a fasciné et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'on a l'impression que finalement le traitement que Schreber s'offre à lui-même à travers cet écrit, c'est d'atteindre le statut de la complétude. C'est le statut d'être à la fois homme et femme, en ayant passé au préalable, en étant la femme de Dieu, etc., pour renouveler la génération, blablabla. Lacan utilise cette expression du pouce à la femme. Faut que vous connaissez sans doute, n'est-ce pas? Du pouce à la femme comme étant, au fond, quelque chose que lui considère comme typiquement propre à la psychose. Alors, ça c'est un truc qui m'intrigue. J'aurais bien souhaité, mais comme c'est filmé, je ne peux pas dire, ça me gêne de parler d'une situation que j'ai, mais je vais essayer de le faire de manière la plus abstraite possible. Au fond, c'est un homme que je rencontre, et qu'au demeurant Renato connaît, que je rencontre depuis passablement de temps, qui est venu pendant très très longtemps en cachant quelque chose qui va se révéler dans les séances que 7 ou 8 ans après que nous avons commencé à travailler. Et cette chose qui va se révéler, c'est une sorte il appelle ça le déclencheur, qui a des mots qui vont déclencher quelque chose en lui, une forme de rage iconoclaste au motif que la femme qu'il a aurait eu par le passé, avant même qu'ils se connaissent, des relations avec d'autres hommes. Et ceci remonte d'il y a 45-50 ans. Et ça fait 50 ans qu'il a cette turbine dans la tête, et cette turbine est réveillée lorsque le nom du pays est prononcé par exemple à la télévision. Je dis Trinidad, mais c'est pas Trinidad, n'est-ce pas? Mais que le mot Trinidad est prononcé à la télévision, alors la turbine reprend et il devient furieux, il est insupportable, il est vraiment odieux à la maison, etc. Et elle a de la peine à supporter à ce moment-là. Bon. Alors je passe un peu sur les détails, et là, la chose sur laquelle j'aimerais arriver, c'est la question du pouce à la fin. N'est-ce pas? C'est-à-dire que moi j'ai essayé de... c'est compliqué cette affaire-là, et il ne me donne pas l'impression d'être un fou, plutôt un état mélancolique. Et j'essaie de me dire, ah bon, alors on est peut-être en face du tabou de la virginité. Bon, c'était ma première impression. Après, j'ai tâté de différentes hypothèses, des associations qui me venaient pour essayer de contenir cette affaire-là, peine perdue. Mais lui, il avait l'explication, que je n'avais pas entendue au moment où il me le donnait. Il insiste pour m'expliquer qu'il aurait aimé être à la place de cette femme. Et ça, je n'avais pas entendu tout au début quand il me le disait. Je me disais, oui, l'envie, mais qu'est-ce que l'envie vient faire là-dedans? J'ai un petit peu banalisé dans mon esprit. Puis petit à petit, j'ai commencé à prendre ça au sérieux et puis à lui demander, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, il faut que je dise quelque chose, mais ça, c'est pas bien, il faut couper, n'est-ce pas? Mais ça, c'est important. Tu me donnes du travail, là. Tu dois couper, Renato, ça, parce que il faut que je dise, parce qu'on ne comprendrait pas. Couper maintenant? Pourquoi pas couper on peut couper un moment. Ah oui, on peut couper maintenant. Voilà, on coupe maintenant. Alors maintenant, je le prends au sérieux, j'essaie de comprendre un peu plus ce que ça veut dire, cette envie, etc. Il me dit, mais je l'envie, que c'est des choses que j'ai jamais pu faire. Et puis, là, il est
au fond, donne l'idée un peu de Tirésias dans Oedipe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la puissance jouissive, de jouissance de la femme, est tellement énorme que lui, il aimerait être en compétition avec ça, mais comme il est un homme, il n'arrive pas. Donc c'est pas complètement délirant, parce que c'est vrai que Tirésias a dit quelque chose comme ça dans Oedipe roi. Bon, peut-être qu'il délirait aussi. Tirésias, c'est un sage. Bon, voilà. Alors, c'est ça que je voulais mettre en, n'est-ce pas? C'est cette question de pouce à la femme. C'est concept. Comment vous le comprenez, vous? Moi, je le comprends. La femme incarne un peu une partie manquante, toujours. Ça, c'est sûr. Ça, c'est dans Schreber. Voilà, c'est-à-dire que là, il est complet. De manière générale. Et que le fantasme d'être homme et femme à la fois, c'est vraiment cette créature dont parle Aristophane, parce que la bête à deux dos. C'est-à-dire qu'Aristophane explique bien dans le discours sur l'amour. Avant que ça soit coupé. Oui, mais pourquoi qu'il a coupé Zeus a coupé cette créature. Parce qu'il jouissait trop. Parce que justement, cette créature n'aurait pas besoin de Dieu. Donc, il n'y aurait pas besoin de cette intervention entière où on va. Donc, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils ne vont pas me faire des offrandes. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt pécuniaire, mais il y a aussi que cette créature représenterait Dieu à la fois. C'est-à-dire qu'on a besoin de Dieu quand il y a une partie manquante. Oui, dès qu'il n'y a pas de partie manquante, il n'y a pas besoin de ce tiers, de ce Dieu, et c'est peut-être le type de la grue n'était pas un Dieu, mais c'était un tiers qui viendrait un peu s'interposer entre vous. Alors la grue, je me souviens parce que j'habitais en dessous. Oui. C'était à l'époque. J'étais absolument. Je me souviens de cette grue. Cette grue, c'était un choc parce qu'avant cette grue, on voyait le lac et puis ça détruit le truc. Mais je pense, en plus, cette grue représente quand même un objet un peu puissant, hein, donc un tiers qui est au-dessus, qui chamboule tout le paysage. Mais il faut dire que la fantaisie de Schreber, la fantaisie transsexuelle de Schreber, c'est aussi une fantaisie mystique, un délire mystique qui vient accoler. Ça veut dire, et d'ailleurs, Freud il est étonné par ça, il ne comprend pas cette histoire parce qu'il y a un renversement de valeur dans cette histoire, puisqu'il veut être émasculé pour pouvoir avoir être fécondé par Dieu. La femme de Dieu. Exactement. Et pour devenir, c'est pas toujours clair. Je dirais. Ça peut être soumis à un homme, ou bien être soumis à mais il y a un élément de puissance, il y a un élément de puissance extrême dans cette fantaisie qui étonne Freud de voir pourquoi a-t-il besoin d'être émasculé pour monter en puissance, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un renversement de la valeur patriarcale de l'époque dans cette image de Schreber. D'ailleurs, Schreber, il dit à certains moments aussi qu'il voulait s'affranchir de la différence homme-femme. Je sais pas seulement la différence. C'est donc un délire pas tellement sexuel qu'un délire de toute puissance. Oui, c'est pas c'est comme un délire de à travers l'émasculation homme-femme. Mais ça, justement, il faudrait pas le relier. Alors, je ne sais pas si les interprétations sont bonnes ou quoi, mais on parle quand même de. En tout cas, Jacques André en parle, mais Schreber, le père de Schreber, est présenté un peu comme un père extrêmement autoritaire, qui a l'air assez sadique. Mais ça, c'est l'interprétation des psychanalystes, le père de Schreber. Parce que le père de Schreber était l'inventeur des spas, l'inventeur du bien-être, l'inventeur du Pilate. Oui, mais aussi l'inventeur de ces mécaniques. Son nom existe dans la langue allemande. Les appareils de Pilate sont exactement comme le père de Schreber. Son nom existe actuellement dans la langue allemande parce qu'il y a une chose très populaire, c'est les jardins ouvriers qui s'appellent Schrebergärten. Les Schrebergärten, donc le mot Schreber,
à cause du père de Schreiber, est un mot de la langue courante allemande. Ici, ça c'est un livre qui est une biographie Du du père. père de Schreiber. Et il a construit un spa immense, dans un bâtiment immense, consacré au bien-être, aux exercices, à la piscine, à la natation, etc. Mais le bâtiment était tellement Donc dans ce livre, il fait la critique par rapport à la biographie de Schreiber. Il dit qu'il y a deux types d'images du père de Schreiber, deux types de construction. Une justement des gymnases, de ceux de Schreibergarten, tous ceux qui c'était un best-seller à l'époque. C'est quelqu'un de très connu qui a laissé une filiation disciplinaire, n'est-ce pas, très grande, de personnes qui l'adoraient, et tous ceux qui faisaient sa biographie, c'était des hagiographies. Le père de Schreiber, c'était un saint, un type formidable, un type qui aimait ses enfants, qui était affectueux, tout ce qu'on peut imaginer. Et il dit qu'il y a un autre type de biographie qui est celle de psychanalyse, et là, il parle, il décrit toutes les interprétations que tous les psychanalystes ont fait du père de Schreiber, et qu'il le montre comme un monstre, comme quelqu'un de sévère, comme quelqu'un d'horrible. Mais aussi la réalité. Mais Voilà, ça, alors là, mais il ça, montre ça, c'est une- le vrai père de Schreiber fou. Il y a Monsieur Schreiber, père. Mais je ne sais pas, là Daniel pourrait nous dire si dans la mémoire du néphropathe, l'image de Schreiber est une image horrible du père de Schreiber. Et il me semble que non, d'après ce qu'on Oui, voit. mais je pense qu'on a essayé de faire une espèce de causalité de la maladie Oui, de c'est ça. Schreiber à cause de ce C'est père, ça, etc. Mais Freud, un petit passage que je trouvais très intéressant, c'est qu'il dit que cette volupté que sentait finalement Schreiber, Ça vient d'espace. ça, probablement, mais c'était parce que il y avait une admiration de Schreiber qui a peu connu son père, une admiration par ce père Oui. grandiose et tout-puissant, et c'était l'admiration du petit enfant vis-à-vis de son père, donc c'était pas quelque chose de très Et il parle d'un complexe sensible. paternel d'ailleurs. il parle d'un Voilà, complexe paternel. c'était simplement cette volupté de petit enfant qu'en regardant son père, le trop tout-puissant, et puis Oui. sans cet amour un peu voluptueux. Mais Par c'est- contre, si on revient au début de Daniel, où il parlait de la question héréditaire, dans ce livre de Hans Israel, qui est je pense qu'il vient des Pays-Bas, il parle de la question des symptômes de Schreiber. Ça veut dire, c'est vrai que Schreiber a toujours été un père sévère, comme c'était nécessaire dans la bourgeoisie du 19e siècle. Ça veut dire que c'était un patriarche qui montrait un peu comment les choses doivent être, tout en étant affectueux et très préoccupé par ses enfants. Mais il y a eu un moment dans sa vie très clair où il y a eu une échelle de fer qui est tombée sur sa tête, La tête du père ou du fils? du père, Ah. donc Moritz Schreiber. Et depuis ce moment-là, Il a changé. il a commencé à avoir des maux de tête horribles, n'est-ce pas? Il s'est complètement renfermé, retiré dans sa chambre, et là, il ne voulait plus voir les enfants. Là, il est devenu une espèce de père absent. Okay? Il ne voulait plus voir ses enfants, mais il faut dire que la plus grande partie de son œuvre a été écrite à partir de ce moment-là. Dans ces 10 années de réclusion, pleine de souffrance, pleine et de mélancolie d'une certaine façon, avec une certaine hypocondrie, mais il décrit que dans son adolescence, il avait été hypocondriaque, adolescence jeune adulte, il avait été hypocondriaque, le père de Schreiber, et avec des impulsions agressives, en tout cas des idées agressives de meurtre. Donc le père de Schreiber a écrit, le médecin a écrit son œuvre suite à cet accident quand il était reclus dans sa C'est pas chambre. suite parce qu'il avait déjà commencé son œuvre avant.
Mais la plus grande partie a été écrite après. Mais c'est pas seulement son œuvre, parce que c'est une œuvre, une pédagogie. C'est lui d'ailleurs qui a été le premier à vouloir instituer la gymnastique obligatoire pour les enfants. Donc c'est l'idée, c'était un orthopédiste avec des idées pédagogiques. Et là, son œuvre était autour de ça, mais il y a eu toute une pratique où il a créé ce que Désir appelle le spa, qui est un centre une cure, un centre thérapeutique, mais qui était un centre thérapeutique. Thermal, un centre thermal, mais plein d'exercices, de gymnastique, et qu'il recevait des personnes du monde entier. Il recevait des riches du monde entier qui venaient se soigner avec lui. En général, des personnes qui avaient des problèmes de dos, des malformations, toute une série de choses pour ces machines. Mais moi, j'aimerais parler un tout petit peu du dieu de Schreber, qui n'est pas un dieu comme un dieu monothéiste classique. C'est pas un dieu juif qui est un. Hein. Il s'approche plus du dieu chrétien, qui est divisé. Donc, avec cette histoire de Dieu d'en haut, de Dieu d'en bas, il y a toujours ce n'est pas un Dieu qu'on sent quand même tout puissant dans le sens du un, du Dieu juif. C'est assez clair. Et qu'il m'a fait penser à plus le Dieu chrétien qui est divisé en trois. C'est peut-être plus proche disons, de la gnose. C'est plus proche d'une pensée gnostique. Non, c'est-à-dire cette pensée du IVe siècle de Mani, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il y aurait les dieux bons, et le fait que les hommes sont sur la terre, c'est proche du délire de Schreber, hein. Le fait que les hommes sont tombés sur la terre, ils sont devenus à la 642. C'est des espèces de machins qui sont là à la 642. Le manichéisme. C'est-à-dire, et alors, dans la gnose, l'idée où Saint-Augustin a été gnostique, n'est-ce pas, avant qu'il devienne le Saint-Augustin qu'on connaît, dans la gnose, il y a cette position du Dieu bon, enfin si on peut dire, et du Dieu de la déchéance. C'est-à-dire la chute. Ça se divise. Ça se divise en deux. Et alors, nous, les hommes, comme dit Schreber, on serait issus de cette chute. Et alors, l'idée des gnostiques, c'est de pouvoir remonter dans ce qu'ils appellent le plérum, pour retrouver le Dieu bon. Et là, il y a deux manières de faire. C'est amusant, hein, c'est très proche de Schreber. Il y a deux manières de faire. Soit l'ascèse absolue, c'est-à-dire c'est l'ascédie des moines, c'est dans le désert, pas de femme, voilà. Ou alors le stup et la fornication. C'est-à-dire d'aller dans n'importe quoi, de la jouissance absolue. C'est les deux méthodes qui permettent, parce que le corps étant avili dans leur conception, il ne vaut rien, n'est-ce pas? Donc on peut se laisser aller à n'importe quoi, dans la position un petit peu anti-ascétique. Mais les ascètes disent, mais comme le corps ne vaut rien, il faut le dresser de telle manière qu'on lui fasse taire la jouissance. Et ça, c'est un mouvement né au IVe siècle, qui est au fond, c'est le manichéisme, c'est Mani qui était au fond, le maître à penser de ce mouvement manichéen. Alors, j'ai encore juste une chose pour rendre hommage à Freud par rapport à sa libido et à la question, parce qu'il discute, bon, il appelle homosexuel, mais en fait, ce que je crois comprendre, c'est plutôt, il parle d'une libido narcissique par opposition à la libido d'objet. Et cette libido narcissique, retrait sur soi, etc., serait le sens de la psychose. Et c'est intéressant, par rapport à ce que disait Daisy de la bêta de dos, parce que ce que tu as oublié de rajouter, c'est que lorsque Zeus a coupé... Il change le sexe. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, ça, bien sûr. Mais lorsque Zeus a coupé, n'est-ce pas, l'homme est passé d'un côté, la femme est passée de l'autre côté. Mais il est resté la lamelle, c'est-à-dire cette lamelle qui va représenter la libido.
qui fait qu'on va rechercher l'autre moitié, etc. de ça. Bon. Donc l'idée de la libido narcissique, je la comprends un peu comme ça. Oui, oui, tout à fait. Pas ça, juste un détail à propos de l'amour, de pousse à la femme. Ce qui est intéressant, cette transformation, c'est qu'il ne va pas devenir une Frau, il va devenir Weib. C'est deux mots tout à fait différents. Voilà. C'est un épouse, peu en femme en français. c'est épouse, Weib. Non. Weib, c'est la femme au sens d'objet sexuel. Ah, Et d'accord. Frau, c'est la femme au sens de son C'est générique. Oui, Digne, l'épouse et la... Oui. la femme digne. Ah oui, d'accord. L'épouse, bien simplement, en général, les femmes, il faut dire, on peut dire sans que ça signifie nécessairement l'épouse. Mais au fond, si dans l'après-coup, c'était intéressant pour moi d'entendre que cette construction du pouce à la femme, bien sûr, témoigne de quelque chose de gna gna gna, mais en même temps, on s'aperçoit que c'est une solution. Le récit de Schreiber dit ou bien j'allais vers la mort, ou bien je me transforme. en femme. Donc, c'est une solution fantastique, n'est-ce pas, rester contre l'angoisse. Enfin, Juste une chose qui est importante à dire aussi pour Schreiber, qu'on n'a pas mentionné, c'est que face à ce père, quoi qu'on en pense, qu'on pense que c'est un bon père ou bien que c'est un père sadique, etc., il y a toutes sortes de versions. Mais c'est difficile d'être fils d'un père comme ça. Et il faut savoir que Schreiber avait un frère qui s'est suicidé. C'est ça, exactement. Ouais. C'est juste. Juste par rapport à cette question du père et de la filiation, je vais peut-être juste mentionner, parce que j'ai oublié de le faire dans ma bio express, que après ça, donc en 1903, Schreiber et sa femme adoptent une fille Ah oui. qui a déjà 13 ans, je crois, et il devient père. Finalement, après une sortie de tout ça. Puis 5 années Vous plus connaissez tard, un peu la fin de sa vie il est hospitalisé, il est mort, il était Il hospitalisé. est hospitalisé. Donc, Ouais. il est sorti en 1902 et je crois que c'était déjà en 1907, il a été hospitalisé, il est mort à l'hôpital. En 1911. Il est mort à l'hôpital. Au moment Ouais, où donc était c'était une solution, mais pas. Sa fille avait quel âge lorsqu'il est décédé? Alors attendez, Plus ou moins. 1990, donc il avait 21 ans. Il a très grand. Et puis en fait, la dernière admission à l'hôpital, c'est juste après que sa femme a fait une attaque cérébrale. Et finalement, je pense qu'ils sont séparés. Enfin, elle. Elle était aphasique. Voilà. Du coup, c'est même son dernier fois. Bon, j'aurais juste envie, pour finir, le dernier petit bout, mais c'est par rapport à tout ce qu'on a dit de ce fantasme. Mais vers la fin, disons, c'est le dernier chapitre du Mémoire d'un névropathe, donc avant les compléments et tout ça. Donc, lui, il rationalise cette histoire d'éviration qui est finalement plus nécessaire, parce que justement, comme vous disiez, il retourne dans la vie et puis il se dit qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas juste Baclair la 642, mais qui sont des vrais, quoi. Donc il se dit que peut-être la nécessité de repeupler la planète avec Dieu n'est plus si nécessaire que ça. Donc il met un peu d'eau dans son vin et puis il dit j'ai eu précisément à revenir depuis sur la conviction que j'avais par le passé, selon laquelle l'humanité avait complètement disparu de la surface de la Terre. Possible donc, vraisemblable même, que les choses en restent jusqu'à la fin de mon existence, à ces ébauches soutenues de féminité dans son corps, et que ce soit en tant qu'homme qu'après la mort, je dois finalement quitter la place. Donc il reste quand même dans cette position d'être un homme, avec ses ébauches de féminité, donc quelque chose d'assez bisexuel, Et en même temps de vivable. et de vivable. Et finalement, il a renoncé à ce grand projet de devoir repeupler le monde, puisque finalement, il y a quand même encore 2-3 personnes à part lui. Mais c'est quand même incroyable, ce parcours où il est pris d'hallucinations, de devinements, de plein de phénomènes psychotiques, et puis il arrive quand même à alors Freud parle de guérison, parle de délire, mais en tout cas une stabilisation, quand même, dans l'écriture, quand on le... C'est incroyable, c'est formidable. Un texte magnifique. Oui, et après, dans les compléments qui sont écrits juste après Non, c'était une bonne fois. disons il y a quand même, il reste entre le système délirant et le système de la réalité, et puis il ne sait pas comment en effet joindre les deux. Les Donc fils sont après, coupés.
dans ses compléments, il reprend un peu les thèmes, la divinité, etc., etc. Mais il reste comme ça très partagé entre les deux versions de son monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la fois. Elles sont les deux inscrites dans ce Merci, c'était Merci, formidable. c'était très très bien. Très sympa. Et merci aussi à Jean. Merci à Jean. Parce que là, on a. Merci d'avoir accepté de mettre dans ce statut. Je sais Non, pas c'est d'où toi j'ai. Dans quel livre j'ai trouvé ce machin. Ça te dit quelque chose? Parce que